Tout a débuté un lundi, par une banale erreur de livraison postale. Un colis que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant du travail et qui était destiné à mon voisin de palier, Théodore Vauquelin. 3 jours auparavant, ainsi que la veille, j'avais déjà reçu des courriers qui ne m'étaient pas adressés, et depuis environ 1 mois, il ne se passait pas une semaine sans que je sois obligé de redistribuer moi-même à mes voisins leurs lettres qui avaient atterri dans ma boîte. Il fallait absolument remédier à cette situation fâcheuse, et je m'étais donc promis d'intercepter le postier dès que l'occasion se présenterait pour exiger de lui davantage de concentration au cours de ses tournées. En attendant, je m'efforçais de tempérer mon agacement grandissant causé par tant d'incompétence. Après avoir néanmoins copieusement pesté contre le facteur, j'ai finalement emporté avec moi le paquet en me dirigeant d'un pas déterminé vers la cage d'escalier. Tandis que je gravissais les marches jusqu'au premier étage, je me suis aperçu que ma main était humide. En effet, par-dessous le colis suintait une substance visqueuse et froide, de couleur vert fluorescent. On était au mois de mai, et sa fraîcheur était clairement perceptible, en contraste de la douceur de l'air ambiant. Par ailleurs, en approchant ma main de mon visage, j'ai constaté qu'elle dégageait une odeur aigre-douce qui était franchement désagréable, mais que je ne parvenais pas à identifier. Parcouru par un frisson de dégoût, j'ai tenté d'attraper dans la poche de ma veste mon paquet de mouchoirs en papier, mais le colis a glissé et m'a échappé, atterrissant sur l'arête d'une marche pour les dévaler jusqu'au rez-de-chaussée avant que je ne puisse réagir. J'ai lâché quelques jurons, m'énervant contre ma maladresse et la situation, puis j'ai fait volte-face pour redescendre au pied de l'escalier. Gisant sur le flanc tel un animal sauvage mortellement blessé sur le bord de route après une collision, le paquet portait quelques traces de choc et une sérieuse éraflure sur le dessous menaçait de faire céder le carton sur cette partie déjà bien humide et fragilisée. De cette écorchure de quelques centimètres, le gel étrange s'échappait à présent plus abondamment, formant sur le sol une petite tache verdâtre luminescente. Ma contrariété et mon écœurement grandissant, j'ai enveloppé ma main dans un mouchoir jetable et ramassé le colis avant d'éponger un peu le sol. J'ai remonté les marches et, en arrivant sur le palier, j'ai marqué une pause, restant immobile quelques instants, m'efforçant de retrouver mon calme. Après tout, j'étais seul responsable de ma gaucherie et de cet incident. Je comptais donc expliquer à mon voisin ce qu'il venait de se passer, et j'espérais que le contenu du paquet, qui avait visiblement déjà souffert avant d'arriver dans ma boîte, n'avait pas été endommagé davantage par sa chute dans les escaliers. Je connaissais à peine Vauquelin, qui avait emménagé dans l'immeuble depuis environ 8 mois. Il avait bricolé un moment avant d'être totalement installé, et je me rappelle l'avoir entendu pendant pas mal de temps jouer de la perceuse et du marteau, la semaine comme le week-end. On peut dire de lui que c'était un homme poli, discret et réservé. Je ne le croisais que rarement et je savais simplement qu'il travaillait comme laborantin dans l'industrie pharmaceutique. D'après ce qu'il m'avait dit au détour d'une brève conversation que nous avions eue peu après son arrivée, sa situation professionnelle était provisoire et il recherchait activement un emploi dans son domaine de base, la recherche médicale. D'après Leslie, la jeune voisine instagrammeuse du 4e qui se prétendait toujours bien renseignée, même s'il valait mieux prendre avec des pincettes la plupart de ses déclarations très souvent imprégnées de romance, Vauquelin avait vécu l'année précédente un deuil terrible, en perdant dans des circonstances dramatiques son jeune fils d'à peine 6 ans. Selon elle, le garçon avait péri dans l'incendie de la maison familiale quelques semaines seulement après la séparation de ses parents. La jeune femme affirmait que c'était cette douloureuse tragédie qui avait poussé Vauquelin à quitter sa Bretagne natale pour venir s'installer dans notre région, où il aspirait à retrouver le calme et une vie normale, si tant est que cela était encore possible. Avançant dans la coursive, en tenant fermement le carton contre moi tout en évitant d'être en contact direct avec son humidité peu engageante, je me suis approché de la porte et j'ai appuyé 2 fois sur la sonnette. Pas de réponse. De toute évidence, Vauquelin était absent. J'aurais pu laisser le colis devant le seuil, le voisinage est sûr, mais la fuite était un peu gênante et j'ai pensé qu'il serait toujours plus prudent de le garder jusqu'à son retour, et plus cordial aussi de le lui remettre en main propre. J'ai donc filé jusqu'à mon appartement. J'ai attrapé aussitôt une serpillière sur laquelle j'ai déposé le paquet tout à côté de la porte, puis je me suis lavé les mains à grandes eaux pour me débarrasser de cette désagréable sensation poisseuse.
Vaquant à mes occupations et restant à proximité de l'entrée, je tendais l'oreille, guettant le cliquetis caractéristique de clés s'insérant dans une serrure. En effet, l'isolation phonique n'est clairement pas le point fort de la résidence. Moins d'une demi-heure s'était écoulée lorsque les petits entrechocs métalliques ont retenti. Une porte s'est alors ouverte, puis refermée, faisant trembler légèrement la cloison de mon couloir. Le signal était donné. 5 minutes plus tard, j'étais de nouveau posté devant la porte de Vauquelin avec sous le bras son colis enveloppé de ma serpillière. Je venais à peine d'enlever mon doigt du bouton de sonnette quand il est apparu sur le seuil et m'a dévisagé d'un air hagard. Il semblait vraiment fatigué et préoccupé. Il avait le teint pâle et des cernes violacées étaient suspendues à ses yeux clairs. Il a passé une main dans ses cheveux en bataille et m'a salué timidement. Dès que je lui ai annoncé le motif de ma venue, il a paru rassuré. J'avais bien reçu la notification de livraison de la poste, mais comme je n'ai rien trouvé dans ma boîte, je me suis inquiété, m'a-t-il confié. En toute transparence, je lui ai parlé de la matière semi-liquide qui fuyait du colis, puis de ma fausse manœuvre dans les escaliers, et il s'est un peu renfrogné, sans doute davantage qu'il ne l'aurait voulu. J'ai même cru percevoir dans son regard une étincelle de colère froide, un éclat furtif de fureur contenue qui aurait pu me déstabiliser en d'autres circonstances, mais je n'ai pas relevé, préférant lui présenter mes plates excuses et poursuivre sur le registre de la plaisanterie. « J'espère que cette substance n'est pas trop nocive en tout cas », ai-je dit en souriant et lui tendant le paquet. En guise de réponse, il a secoué la tête avec une moue plissée qui aurait pu tout autant signifier que je ne courais aucun danger ou bien qu'il avait assez vu ma trombine pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous pouvez garder la serpillière ou la mettre à la poubelle, c'est comme vous voulez, ai-je ajouté avec détachement. Vauquelin m'a rendu mon sourire, par pure politesse, j'en étais convaincu, tout en me remerciant d'avoir pris soin de sa livraison. Puis il m'a souhaité une bonne soirée, avant de refermer sa porte. C'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Lorsque je suis retourné dans mon appartement, l'odeur déplaisante provenant du colis flottait encore dans l'air comme un relent de mauvais augure. Par précaution, j'ai ouvert toutes les fenêtres et me suis de nouveau savonné les mains avant de les asperger de désinfectant. Après un repas frugal devant un vieil épisode de la 4e dimension, je suis allé me coucher tôt en prévision d'une réunion importante au bureau fixée à la 1re heure le lendemain. Cette nuit-là, le peu de sommeil auquel j'ai eu droit a été très agité et je n'ai pas réussi à trouver le repos. Tenu en alerte par une hypervigilance inhabituelle, j'avais perdu tout repère temporel et je naviguais sans cesse entre deux réalités, tantôt assailli de visions étranges et angoissantes qui me laissaient hagard et transpirant, en proie à un malaise persistant, tantôt égaré dans la profondeur des ténèbres de mon plafond pour y guetter sans relâche un mouvement subreptice ou l'apparition d'une forme, au point de ne plus arriver à savoir par moments si mes yeux étaient encore ouverts ou fermés. J'avais connu quelques épisodes d'insomnie au cours de ma vie étudiante, surtout en période d'examen, mais c'était la première fois que j'éprouvais une telle oppression. Je ne me sentais pas en sécurité, même si j'étais incapable d'en appréhender les raisons. C'était complètement dingue, bien sûr, cela n'avait aucun sens, ni rien de rationnel, évidemment, mais j'avais la désagréable impression de l'imminence d'un danger, et je ne parvenais pas à ignorer ma vague intuition d'une présence hostile rôdant aux alentours. Sur le moment, je ne pouvais bien entendu garantir la nature exacte ni la chronologie des perceptions auditives déroutantes et troubles dont je faisais l'expérience, car je suppose qu'elles demeurent propres à l'onirisme et à certains états limites. À la croisée des mondes, l'irréalité des choses me paraissait la règle, et par conséquent, je n'aurais su dire avec certitude si les bruits que j'entendais provenaient de mon imagination ou de l'appartement de Vauquelin, ou bien encore d'un autre logement voisin. Toujours est-il que j'ai d'abord cru discerner un son, ininterrompu, qui m'évoquait dans ma demi-conscience le bourdonnement sourd d'un moteur. Plus tard, il y a eu un vrombissement soudain qui m'a fait penser au mode essorage d'une machine à laver, puis un vacarme intermittent a retenti, comme si des meubles massifs étaient traînés sur le sol et cognés sans vergogne contre les murs. Je n'ai aucune idée du temps que cela a duré, mais le silence a fini par revenir. Ce dont je suis certain en revanche, c'est que le réveil le matin suivant a sonné beaucoup trop tôt à mon goût, et c'est avec une migraine carabinée et complètement groggy que je me suis extirpé de mon lit pour me rendre au bureau. Dans ces conditions, la semaine s'annonçait plus que difficile, et à moins de récupérer rapidement, je risquais fort de la trouver interminable. Ce mardi soir, je suis rentré chez moi après une journée catastrophique.
Sans appétit et l'organisme encore saturé de caféine, j'ai avalé une soupe de légumes et fait le choix de me coucher de bonne heure en espérant compenser ma dette de sommeil. Mais malheureusement, l'hypervigilance et le malaise incompréhensible dont j'avais fait l'expérience la veille se sont de nouveau emparés de moi, cette fois aggravés sans doute par les 8 expressos que j'avais consommés au travail. Vers 3 heures du matin, alors que je me tournais et me retournais dans mes draps en m'énervant contre le sommeil qui ne venait pas et pourtant était si proche, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des pleurs. Intrigué, je me suis levé dans un état de torpeur désagréable. En voulant allumer la lampe de chevet, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de courant. J'ai donc allumé le flash de mon portable et malgré le vertige qui ne me quittait pas, j'ai fait rapidement le tour de mon appartement, mais comme pour les bruits de la nuit précédente, je ne suis pas parvenu à en localiser la provenance. En repartant vers le salon, j'ai vérifié mon tableau électrique. Les fusibles étaient en bon état. Un coup d'œil par la fenêtre m'a confirmé que la coupure devait être générale, car l'éclairage extérieur sur le parking ne fonctionnait pas et une partie du quartier baignait dans l'obscurité la plus totale. Après avoir contacté l'astreinte téléphonique du fournisseur d'énergie, je me suis posé dans le canapé pour me concentrer sur les bruits du mieux que je pouvais. Les sanglots auraient pu être ceux d'un jeune enfant, toutefois leurs intonations provocatrices et leurs notes gutturales et chevrotantes évoquaient moins à mes oreilles engourdies la lamentation d'un bambin que la menace d'une bête retenue prisonnière dans une cage. Pour dire les choses autrement, ces gémissements n'avaient pas l'air normaux, pas plus que les aboiements étouffés et les grognements inquiétants qui ont résonné juste après et m'ont stupéfié. J'ai aussi entendu la voix d'un homme qui aurait très bien pu être celle de Vauquelin, mais un Vauquelin métamorphosé que je n'avais jamais rencontré. Je ne comprenais pas ce qu'il disait et j'ignorais à qui il s'adressait, mais il parlait fort et il m'a semblé que ses inflexions criardes trahissaient de la peur ou du dégoût. Bien entendu, cela m'a contrarié car d'une part, je ne connaissais l'existence d'aucun enfant en bas âge dans le bâtiment, et d'autre part, j'étais quasiment persuadé que le frêle chihuahua de Madame Berthelan était simplement incapable de produire de tels jappements. Dans mes souvenirs, le mystérieux tapage a duré au moins 1 heure, mais même après son interruption, il m'a été impossible de me rendormir, tant l'angoisse causée par ce durable sentiment d'insécurité était encore vive. Par bonheur, cependant, les nuits qui ont suivi m'ont été plus bénéfiques, et en l'absence de perturbations, j'ai réussi à retrouver le sommeil et un peu de quiétude pour la fin de la semaine. De plus, le vendredi était un jour de télétravail, ce qui m'a permis de décaler mon heure de réveil, et même de trouver le temps de parler avec le postier, afin de tirer enfin les choses au clair au sujet de sa manière toute personnelle de trier le courrier. Tout allait donc pour le mieux jusqu'au samedi soir où j'ai finalement découvert la sombre et terrifiante vérité à propos des bruits que j'avais entendus. J'avais été invité chez des amis pour le dîner et je venais de quitter mon appartement, marchant dans le couloir en direction de l'ascenseur, lorsqu'un détail sur la porte d'entrée du logement de Vauquelin a attiré mon attention. Un détail de rien du tout. La poignée était abaissée. J'ai marqué un temps d'arrêt et je me suis approché en tendant l'oreille. Le visage à quelques centimètres seulement du Judas, j'avais l'impression de percevoir de l'autre côté un souffle caverneux. Tandis que je me demandais si ce son étrange n'était pas l'écho de ma propre respiration, la poignée de la porte a tout à coup repris sa position normale en émettant un bref cliquetis qui m'a fait sursauter. Presque aussitôt, le bruit sourd d'une personne qui chute a résonné à l'intérieur de l'appartement. Par réflexe, j'ai reculé d'un pas. De l'autre côté de la porte, un fugace éclat de rire s'est fait entendre. Celui d'un enfant. Mais ce rire n'avait pas l'air normal, il était glacial et trop semblable au cri d'une hyène pour être candide. La poignée a de nouveau été actionnée et relâchée brusquement, puis il y a eu des bruissements confus, des mouvements précipités et une cavalcade qui s'éloignait. J'allais très probablement arriver en retard à mon rendez-vous, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait ici. Poussé par une curiosité brûlante que je n'avais plus connue depuis longtemps, j'ai toqué à la porte, d'abord avec retenue, puis avec insistance. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai de nouveau approché mon oreille. À l'intérieur, tout était calme à présent. Lentement, j'ai posé ma main sur la poignée et je l'ai abaissée. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Le battant a basculé, révélant la petite entrée meublée et derrière, le salon plongé dans la pénombre. D'où je me trouvais, le seul locataire visible était le désordre.
Des affaires étaient renversées sur le sol, ici et là, et quelques petits objets et bibelots brisés avaient valsé à droite et à gauche. Je me suis penché en avant avec précaution. « Il y a quelqu'un » ai-je demandé timidement. Pas de réponse. Je m'interrogeais sur les causes possibles de tout ce bazar. M'imaginant qu'un cambriolage avait pu avoir lieu, l'idée d'appeler la police m'a traversé l'esprit durant une fraction de seconde, mais je me suis aussitôt ravisé, car rien n'indiquait après tout qu'un vol par effraction était responsable du fouillis ambiant. En effet, la porte ne présentait aucun signe d'effraction, et les clés étaient toujours à l'intérieur sur la serrure. Peu de chance donc pour qu'une intrusion se soit produite. Ensuite, c'était bien un enfant que j'avais entendu, pas un adulte. Peut-être simplement y avait-il eu ici une violente dispute. Mais dans ce cas, entre Vauquelin et qui d'autre ? L'enfant en question ? Mon voisin vivant seul, cette explication ne me satisfaisait pas pleinement, même si j'ignorais finalement s'il ne recevait pas chez lui de temps à autre une nièce ou un neveu. Les questions fusaient et se bousculaient dans ma tête, cependant aucune réponse ne me convenait. Aux aguets, j'ai poursuivi mon inspection. En face de moi, il y avait une petite commode sur laquelle reposait un cadre photo, le seul objet, visiblement, qui avait été épargné par le remue-ménage. Le cliché, qui était très réussi, respirait le bonheur. L'image, aux couleurs chaudes, montrait un garçon d'environ 3 ou 4 ans, aux grands yeux bleus, bouclettes blondes au vent et tout sourire, câlinant un labrador chocolat aux poils soyeux. En arrière-plan, les traînées floues et blanchâtres de quelques vagues laissaient deviner que la scène avait été immortalisée sur un bord de mer par temps calme. J'ai activé la lampe de mon téléphone, puis, prudemment, j'ai avancé de quelques pas. Les volets étaient fermés dans la cuisine, sur ma gauche, ainsi que dans le salon. Dans les 2 pièces, on pouvait apercevoir un véritable fouillis. J'ai levé mon portable devant moi, balayant l'espace avec ma torche. « Monsieur Vauquelin, vous êtes là ?» Toujours pas de réponse. Manifestement, cette partie du logement était déserte. J'ai fait demi-tour pour me diriger dans le secteur nuit de l'appartement. La porte qui donnait sur le couloir menant aux chambres était entr'ouverte, laissant passer un très léger faisceau de lumière blanche. Mon rythme cardiaque s'est emballé, mes mains se sont ramollies et emplies de moiteur. Peut-être était-ce juste une intuition ou une simple réaction conditionnée par les comportements de centaines de générations d'individus confrontés à un danger mortel imminent, mais une voix intérieure m'intimait de quitter les lieux sur le champ. D'où qu'il ait pu provenir, j'ai décidé de ne pas tenir compte de l'avertissement. J'ai pris une grande inspiration et du bout des doigts, j'ai poussé le battant qui a pivoté en grinçant. Je dois dire que je m'étais trompé sur toute la ligne. Cette porte ne menait pas dans la partie nuit de l'appartement, mais débouchait sur un sas automatique étroit qui lui-même donnait accès à une salle bâtie sur mesure. Je ne le savais pas encore, mais je venais de pénétrer au cœur d'un monde infernal, un antre de la folie, un temple à la gloire de la monstruosité. La première chose qui m'a frappé était l'odeur. Elle était puissante, vinaigrée, étourdissante comme un alcool fort et flottait dans l'air en lui donnant presque une épaisseur. Je n'arrivais toutefois pas à la reconnaître, mais elle m'évoquait vaguement les émanations organiques d'une chambre de maturation pour la viande, mêlées à une grande quantité de détergents ou de produits désinfectants. L'autre élément qui m'a choqué était que tout ici avait été transformé et réaménagé, si bien que plus rien ne donnait l'impression de se trouver encore dans une habitation. Le revêtement de sol en PVC avait été remplacé par des dalles en aluminium et les cloisons avaient été abattues. Là où, normalement, auraient dû être situées 2 chambres à coucher avec fenêtres sur cour, une seule pièce aveugle demeurait désormais. Je n'y connaissais rien dans la matière, mais l'endroit avait tout d'un laboratoire. Pas un laboratoire d'analyse où l'on vient pour une simple prise de sang ou pour déposer un échantillon d'urine, mais plutôt un laboratoire de recherche top secret au sein duquel se trame l'avenir de la science et de l'humanité. Les néons suspendus au plafond éclairaient le décor d'une façon inquiétante. L'un d'eux, dont le support n'était plus fixé qu'à moitié, pendait dans le vide, menaçant de se décrocher et clignotait de façon irrégulière en crépitant, ajoutant à la scène une dimension surnaturelle. L'intensité lumineuse était suffisante à présent pour discerner ce qui se trouvait là. J'ai donc rangé mon téléphone dans la poche de ma veste. Puis, prenant mon courage à 2 mains, je me suis dirigé en silence vers le centre de la pièce qui devait mesurer dans les 50 mètres carrés. Sur la gauche, encastré dans le mur blanc,
Un large tableau électrique recouvert de leviers, de boutons et de voyants lumineux émettait un ronronnement sourd. Du caisson émergeaient des dizaines de câbles regroupés dans des gaines qui couraient le long de la cloison. Dans son prolongement étaient disposées 2 armoires métalliques massives, certainement des congélateurs, puis une console qui accueillait un ordinateur portable. Celui-ci était allumé, alors je me suis approché par curiosité, espérant comprendre les raisons d'une si intrigante installation, mais l'écran était verrouillé. Sur la cloison opposée, une armoire vitrée pourvue de ventilateurs intégrés abritait des étagères sur lesquelles étaient alignés des récipients cylindriques transparents. De différentes tailles, chacun d'eux était rempli de la substance vert fluorescent que j'avais vu fuir du colis le lundi précédent. À l'intérieur du liquide, j'ai cru apercevoir des taches en relief plus ou moins sombres, mais des reflets sur la vitre m'empêchaient de distinguer clairement de quoi il s'agissait. À côté de l'armoire était stationné un chariot médical à plusieurs tiroirs sur lequel avaient été déposés des instruments chirurgicaux ainsi qu'un défibrillateur. À ses pieds, renversé sur le sol, gisait un bidon vide d'une contenance de 10 litres sur lequel étaient apposées plusieurs étiquettes de précaution d'usage. Je ne comprenais vraiment pas ce que je voyais, et tout ceci me semblait décousu et irréel. Au centre de la pièce était installée une imposante table en acier, reposant sur une base carénée, rivetée au sol, munie latéralement de rigoles d'écoulement ainsi que d'un dispositif de sanglage. À son aplomb, une cuve rectangulaire en inox dépassait du plafond et un système de tuyauterie descendait jusqu'à l'une de ses extrémités. La réflexion des néons à la surface de la table formait un halo éblouissant qui me la faisait apparaître blanche, avec des traces gris foncé sur le dessus et les côtés. Mais mon angle de vue se modifiant au fur et à mesure que je me rapprochais, son aspect monochrome s'estompait pour laisser les couleurs véritables reprendre tout leur éclat. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser la nature de ce que je voyais. Instantanément, j'ai stoppé ma progression. La table était maculée de sang et de fins lambeaux de chair. Les traînées rouges avaient dégouliné et formé sur le sol des lignes qui s'étendaient jusqu'au fond de la pièce, vers ce qui ressemblait à la porte discrète d'un réduit. L'air était de plus en plus irrespirable, et je sentais l'irritation faire son chemin de feu dans ma gorge, mon nez et mes yeux. J'ai subitement été pris d'étourdissement. M'appuyant d'une main contre la table pour ne pas m'effondrer, j'ai machinalement tourné la tête sur ma droite. Mon attention s'est alors portée sur l'armoire vitrée qui se trouvait à présent à ma hauteur. Le contenu des cylindres m'est apparu en un éclair. Chacun des récipients, il y en avait peut-être une trentaine, aurait pu aisément prendre place dans la collection macabre d'un cabinet de curiosités. Des morceaux de corps, des membres découpés, des organes et même des bandes de peau roulées comme des parchemins flottaient dans le mystérieux liquide vert fluorescent. Leur gabarit et leur pigmentation étaient variables, mais tout indiquait que ces segments humains avaient été prélevés sur des cadavres de jeunes enfants. Mes entrailles se sont contractées, j'ai étouffé un hoquet de dégoût. J'aurais pu rebrousser chemin, m'enfuir et partir alerter le secours, car manifestement quelque chose de très grave s'était déroulé ici. Pourtant, au mépris du bon sens, je me suis redressé pour suivre la direction du petit local. Sur mes jambes tremblantes, mes appuis n'étaient pas sûrs, et mon cœur, comprimé par l'angoisse, battait au rythme effréné d'un titre de power metal mélodique. D'un geste hésitant, j'ai fait coulisser le panneau. L'appel d'air a charrié une odeur suffocante, m'obligeant à porter une main devant mon nez en guise de protection. Les sillons écarlates se répandaient à l'intérieur de l'étroite remise mal éclairée. Au bout de ce balisage sanglant, Vauquelin, revêtu d'une blouse blanche de laborantin, gisait à terre, baignant dans une flaque noire, un bras étrangement replié devant lui, ses doigts recroquevillés en forme de griffes. Sa mort avait été violente, à en croire sa posture défensive et l'expression de son visage figé dans un cri d'effroi. Ses yeux grands ouverts fixaient désespérément le vide, des ecchymoses rougeâtres gonflaient ses tempes et ses mâchoires, le rendant presque méconnaissable, et une affreuse trace de morsure ravageait la moitié de son cou. J'ignorais depuis combien de temps son corps reposait ici, mais le décès, le meurtre atroce plus précisément, devait probablement remonter à plusieurs jours déjà. Une voix intérieure me soufflait que j'avais commis une erreur en pénétrant ainsi chez mon voisin. Mon premier réflexe, en passant la porte d'entrée, aurait dû consister à avertir les autorités, car ce n'était pas à moi qu'il revenait de procéder à cette sinistre découverte.
Vu les circonstances, et pour ma propre sécurité, mon exploration aurait dû prendre fin beaucoup plus tôt. J'avais été trop curieux, et la situation m'échappait. Juste avant que la panique ne vrille totalement mon cerveau, mon attention a été attirée par une rondeur lestant la poche pectorale de la blouse de Vauquelin. Spontanément, j'ai fouillé à l'intérieur. À côté des 2 stylos clippés sur le revers de la couture, il y avait un dictaphone numérique. Je l'ai attrapé et enfoui dans la poche de mon pantalon tandis que mon cœur s'emballait. Juste au moment où je me saisissais de mon téléphone pour composer le numéro des secours, une violente crampe a secoué mon estomac, me courbant de douleur, puis une vague acide a reflué dans ma gorge pour jaillir de ma bouche comme une flamme et se répandre sur le sol en un amas glaireux. Tandis que, plié en 2, je m'essuyais les lèvres du revers de la manche en m'efforçant de reprendre mon souffle, le sas automatique a été actionné. Les nerfs à vif, j'ai fait volte-face dans un sursaut. Sur le moment, j'ai pensé que l'effervescence de mes émotions me faisait perdre pied avec la réalité. Dans un état de détresse avancé, l'esprit a généralement tendance à s'embrouiller et à nous jouer des tours. Il peut nous faire voir et entendre des choses qui n'existent pas. Cependant, il ne s'agissait pas d'hallucinations, même si ce que j'ai vu dépassait l'entendement, c'était pourtant bien la réalité. Planté de l'autre côté de la table, à quelques mètres, il me dévisageait d'un air absent, l'œil vitreux. L'enfant du cadre photo, ou plutôt son effroyable et grotesque caricature, car au lieu de la figure angélique que montrait le cliché pris sur la plage, c'était une tête monstrueuse qui me regardait. Il ne restait de la blonde chevelure ondulée que de rares mèches grises et hirsutes tachées de sang coagulé. La peau présentait un aspect cartonné, comme si elle avait été cuite. Des marbrures violacées couraient sur les joues et le nez, dont la forme tombante donnait l'impression qu'ils avaient fondu. Le crâne semblait avoir été réparé à l'aide de raccords et de plaques en cuivre, et le front, disproportionné, présentait une étonnante boursouflure craquelée. Cette tête monstrueuse surmontait un corps qui l'était tout autant. Simplement vêtu d'un short à l'effigie de Spider-Man, l'enfant, s'il m'est encore permis de le désigner de cette manière, n'était plus qu'un assemblage difforme constitué de membres disparates, de tailles et de couleurs différentes, agrafés et cousus entre eux comme un macabre patchwork organique, une hideuse confection de chair morte et de peau cadavérique aux jointures purulentes. La créature assise à son côté résultait elle aussi de toute évidence d'une association folle et contre nature. Malgré les poils hérissés, le cuir râpé, les cicatrices putrescentes et les parties de corps rapiécées provenant de pédigrés impossibles à identifier, on reconnaissait encore vaguement le labrador chocolat du cadre photo. Une terreur glaciale paralysait chaque cellule de mon corps et simultanément j'étais envahi par le sentiment déstabilisant que plus rien n'avait de sens ni d'importance. L'engourdissement dans mon esprit se diffusait à la vitesse d'un poison mortel, et je commençais à percevoir mon environnement d'une manière étrange, comme si j'étais devenu le simple spectateur d'une pièce de théâtre horrifique. Je me sentais dépersonnalisé, désincarné. Sombrer dans la folie déclenchait probablement ce genre d'effets inattendus. Du haut de son mètre 10, l'enfant patchwork s'est mis à se dandiner lentement sur ses jambes inégales. Chaque mouvement était accompagné de grincements de cuir et d'un bruit de succion humide causé par la chair putréfiée glissant contre elle-même. Avec des craquements sinistres, sa bouche de marionnette infernale s'est animée. Sa voix était un murmure rauque chargé d'une intonation plaintive qui écorchait les oreilles. « On a gagné à la bagarre contre papa et à cache-cache contre toi. » Il a tourné la tête vers le chien raccommodé, puis une ébauche de sourire s'est imprimée sur son terrible visage. « Avec Milka, c'est toujours nous les plus forts, hein mon Milka ?» Le labrador puzzle a grogné doucement, un son étrangement mécanique, comme si des rouages grippés remplaçaient ses cordes vocales. De nouveau, le garçon m'a regardé. Dans ses yeux désaxés, ses globes se sont mis à tournoyer par intermittence, me persuadant qu'une forme de démence l'habitait. « Alors maintenant, on va changer de jeu, tu veux bien ?» Je l'ai toisé d'un air indécis, me demandant si je devais le remercier de ne pas m'avoir choisi comme partenaire de bagarre, le réprimander d'avoir définitivement abîmé son propre géniteur, cassé tel un jouet détesté, ou simplement lui dire que je n'avais aucune envie de me divertir et que j'étais profondément désolé de ce qui lui arrivait. Mais visiblement, il n'attendait aucune réponse de ma part.
Il m'a observé avec ce même regard vide et inquiétant. D'un geste saccadé, il a plongé sa petite main gauche tuméfiée, aux ongles noirs et striés, dans une poche de son short. Il en a sorti un bout de chiffon crasseux qu'il a suspendu devant lui en le maintenant du bout des doigts. Puis il a engouffré sa main droite à l'intérieur de son autre poche. En tremblant, il en a dégagé un briquet électronique qu'il a commencé à actionner maladroitement. On va jouer au pompier prisonnier. Avec Mika, c'est celui qu'on préfère. Malgré la dégradation de mon état mental, une alarme a aussitôt retenti dans mon cerveau. L'image d'un enfant Frankenstein s'amusant avec un briquet était tout à fait insolite, mais elle prenait une dimension beaucoup plus menaçante dès lors qu'on considérait l'atmosphère âcre et chimique de l'endroit. Mes pensées se sont tout de suite portées sur le bidon en plastique renversé que j'avais aperçu quelques instants plus tôt, et sur l'une de ces étiquettes parmi d'autres qui signalait la haute inflammabilité du produit qu'il avait contenu. L'enfant mosaïque m'a dévisagé une dernière fois avant de mettre le feu au vieux tissu. L'espace d'une seconde, j'aurais juré voir s'agiter dans ses yeux assombris par le voile de l'au-delà une intense lueur de souffrance. Mais après tout, peut-être n'était-ce que le reflet de l'étoffe qui s'embrasait. Lorsque le textile enflammé a touché le sol, l'air s'est dilaté d'un coup. La petite détonation a projeté des étincelles brûlantes dans toutes les directions et instantanément, la pièce s'est transformée en brasier. Par instinct, j'ai levé les bras et pivoté pour protéger mon visage. Puis, sans réfléchir, je me suis élancé en direction de la porte automatique, tandis que l'enfant monstrueux et son chien chimère se rapprochaient de moi en claudiquant pour me barrer le passage. Ils voulaient m'empêcher de m'enfuir. Malgré ma confusion, j'avais toujours l'avantage de la taille et de la vitesse. J'ai décoché un violent coup de pied dans la gueule difforme de l'animal qui s'apprêtait à sauter et repoussé le gamin qui tendait ses petits bras rafistolés pour essayer de m'agripper. L'un et l'autre ont valsé dans les flammes qui consumaient les cloisons et je me suis engouffré dans le sas. J'ai couru jusqu'à l'entrée pour me précipiter hors de l'appartement après avoir claqué la porte derrière moi. À l'intérieur, j'ai entendu des cris rageurs. « Le jeu est pas fini. Reviens tout de suite, sale tricheur !» Suivi de hurlements de panique brefs et distordus, mêlés à des aboiements enroués, puis le fracas des fenêtres qui volaient en éclats. À tout moment, je m'attendais à voir la poignée de la porte s'abaisser et le battant s'ouvrir à la volée sur les deux monstres transformés en torches des enfers, mais aucun d'eux n'a reparu. Suffocant au milieu du couloir d'étage, tremblant sous l'effet de l'adrénaline, je ne parvenais pas à décrisper mes doigts de mon téléphone que j'avais gardé à la main pendant tout ce temps sans même m'en apercevoir. J'ai composé le 18 très gauchement avant de me précipiter pour donner l'alerte en allant tambouriner chez les voisins. Il ne fallait pas perdre de temps pour évacuer, car une fumée noire commençait à filtrer sous la porte de Vauquelin et se répandait dans la coursive en volutes épaisses. Les secours sont arrivés très rapidement. Pourtant, l'extinction de l'incendie a pris plus de 7 heures et nécessité le déploiement de 2 échelles et d'une vingtaine d'hommes. Il faut dire que la combustion de nombreux produits chimiques et de matériaux spéciaux a accru la voracité des flammes et compliqué les opérations. Heureusement, même si le feu s'est propagé à l'étage supérieur, il n'y a eu aucune victime à déplorer et, par miracle, mon appartement a été épargné. Inutile de préciser toutefois que celui de Vauquelin, naturellement, a fini en cendres. Tout y a été dévasté, anéanti. Les traces de ces ignobles activités ont été effacées par le feu purificateur, et même si les autorités le soupçonnent bien entendu de s'être livré à des affaires répréhensibles, ils en méconnaissent cependant les tenants et aboutissants. À ce jour, je crois être l'unique personne à pouvoir appréhender assez clairement les détails de cette terrible histoire grâce aux informations que j'ai recueillies en écoutant les enregistrements de Vauquelin. Je n'ai jamais dit à personne que j'avais récupéré le dictaphone, ni parlé à quiconque de ma rencontre avec ce petit garçon et son chien revenu d'outre-tombe. Et nul ne sait que j'étais présent au moment du départ de feu. Le journal vocal m'a appris à quel point Vauquelin se sentait responsable du tragique décès de son fils, Anthony. Il estimait ne pas avoir été assez présent pour lui au moment de la séparation avec sa mère, et il considérait que c'était ce manque d'écoute et d'affection qui avait conduit son garçon esseulé à jouer à des jeux dangereux, sans doute pour attirer l'attention sur sa détresse et sa fragilité. Malheureusement, même la compagnie de son chien Milka et leur solide relation n'avaient pas suffi à le préserver de son sentiment d'abandon. Des flammes et un incendie. Quoi de plus efficace pour que quelqu'un regarde dans votre direction ?
Terrassé par le chagrin, Vauquelin avait tout d'abord volé les corps de son fils et de son chien, puis les avait conservés le temps que ses recherches portent leurs fruits. Il avait mis à profit ses connaissances et son expérience scientifique pour développer un procédé biotechnologique capable de revitaliser les tissus organiques détruits et nécrosés et leur donner l'apparence de la vie. Il avait inventé un moyen de ressusciter son enfant. Un procédé biotechnologique blasphématoire dont la mise en œuvre exigeait des matières premières d'un genre tout particulier. En utilisant le dark web, Vauquelin avait trouvé ses fournisseurs en se rapprochant d'organisations criminelles spécialisées dans les trafics d'organes et de cadavres. Le pauvre Anthony avait été ramené d'entre les morts, arraché à l'éternité de son dernier sommeil, pour être reconstruit morceau par morceau, avec des pièces détachées anatomiques récupérées sur de jeunes défunts, des fragments de vie brisés. Dévasté et tourmenté par la perte de son fils, Vauquelin s'était aventuré trop profondément dans un abîme interdit. Si j'ai conscience de ce qui s'est joué dans ces lieux, j'ignore néanmoins ce qu'il est advenu de l'enfant Patchwork et de son Labrador Puzzle, puisque seul le cadavre calciné du père a été retrouvé parmi les décombres, ces effroyables créations ayant, semble-t-il, disparu de la circulation. Sans doute, les compères monstrueux ont-ils pu s'échapper à temps du brasier, profitant du moment où les vitres ont explosé. Après tout, le logement n'est situé qu'au premier étage, mais je les imagine plutôt mal déambuler dans le quartier sans attirer l'attention, et je continue chaque jour à me demander dans quel endroit ils ont pu trouver refuge. Mon inclination au romantisme m'encourage à penser qu'ils ont regagné pour toujours la paisible plage où a été prise la photo qui trônait sur le meuble, à l'entrée de l'appartement de Vauquelin. Mais quand j'y réfléchis plus sérieusement, j'en conclus qu'ils n'ont pas pu aller bien loin et qu'ils continuent de rôder dans les parages, attendant leur heure pour venir jouer de nouveau avec moi, aux pompiers prisonniers ou à tout autre jeu qui sera devenu leur préféré du moment, prêts à disputer la dernière manche d'une partie qui promet d'être aussi tumultueuse que mémorable.